Toujours là, je vais essayer de partager, sinon c'est toi qui le fais, ça va? Bien chef, à vous ordres chef. Heu, Et pendant que tu ah bah, ça marche. Ouais, super. ça va? Est-ce que tu as fait le petit tableau que je t'avais demandé l'autre fois ou tu as eu le temps de le faire ou pas? Parce que je l'ai pas vu. Pour pour Ouais, pour si, pour si, pour si, je vais te montrer. Je vais montrer ça rapidement, oui, ça va. d'accord. Donc, Ah, en gros, voilà, moi, je vais vous faire un retour sur quelques outils et un tableau comparatif, effectivement, sur les afférences qu'on peut mettre sur un serveur local. J'ai évidemment lu les mêmes documents, je me pose énormément de questions et on verra un peu quelles sont les pistes qui pourraient peut-être nous donner des informations complémentaires. Moi, je vous ai juste créé ce mini site là, miver.org là. Et tu vo donc, en fait, c'est venu d'une conversation avec Christophe. Et dans l'échange, je me suis dit, bah, tiens, d'organiser ça un peu mieux. Et donc, là-dedans, hormis la façon d'aborder l'IA, il y a la possibilité d'aller chercher deux autres modules, un module sur l'IA générative pour les débutants et un module sur la relation entre l'intelligence artificielle et les industries culturelles et créatives, dont je m'occupe aussi pour partie au Forum, un organisme de formation professionnelle en Belgique, en tout cas pour les quelques semaines qui viennent encore, parce que je serai probablement pensionné rapidement. Et donc, en fait, ici, la partie Gamma, donc tout ça a été réalisé avec Gamma, donc j'imagine que certains d'entre vous connaissent le produit. La façon dont je pratique en général, je fais une pré-génération avec Gamma et puis je complète avec un certain nombre de références personnelles. Ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement la génération plutôt de type no-code. Et donc, pour le coup, avec un outil qui s'appelle WebSim, j'ai réalisé des outils de transcription automatique avec traduction en temps réel, comme ceci. Ça a été réalisé avec WebSim, des outils de traduction avec explication, donc en fait toutes les références culturelles, etc. Enfin, je vous invite à essayer, vous avez l'accès à ça. Ecosphere, ça a été généré complètement avec un outil no-code pour essayer quelque part d'avoir peut-être une autre mesure ou en tout cas une référence au niveau des échelles pour effectivement peut-être essayer de comparer l'utilisation du cloud, de l'IA, des mails, etc., avec d'autres modes de consommation. Et on voit qu'en général, la partie liée à l'informatique reste quand même relativement ténue. Donc ça, c'est un challenge aussi. Hein. Donc c'est un point qui m'intéresse particulièrement, mais je m'interroge vraiment beaucoup sur un certain nombre de chiffres qui circulent aujourd'hui. Et donc je typiquement, ça, c'est simplement une interface vers Claude 3.5 et qui permet aux grands débutants d'avoir un certain nombre de réponses directement sans devoir créer de compte. Et donc voilà. Donc ça, c'est la partie code. stop, Le... stop Michel, Oui, est-ce que tu peux montrer, ah bah, tu vas le montrer maintenant comment tu peux, si Cédric veut reprendre ton calcul, ta calculette énergétique, comment il peut faire? donc si Cédric veut le faire, il faut qu'il essaye de la retrouver sur WebSim. Donc WebSim, voilà, on a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en contribution publique. Ça n'est pas le cas de la calculette, donc je vais le faire. Mais si Cédric en a besoin, et je vais te transmettre l'URL, je crois que je t'avais transmis l'URL, hein, de toute façon, Christophe. Donc le but Ah, ici, c'est pas du tout de protéger quoi que ce soit. Donc quand on a l'URL, on va arriver ici sur le WebSim et on retravaille simplement par des prompts successifs le travail qui a été entamé par quelqu'un d'autre. WebSim permet de faire un certain nombre de simulations d'operating system, des jeux, un certain nombre de choses. Et moi, je vous ai mis pour l'illustration ici le prompt de base, donc créer un jeu d'échecs contre IA très coloré et dans une seule page HTML. C'est le seul prompt utilisé. Et in fine, on a ce résultat-là. Je ne le fais pas en temps réel parce que ça prend 2 ou 3 minutes et que c'est un peu bête d'attendre et vous aurez la possibilité de le faire quand vous voulez. Et une fois que le jeu d'échecs a été généré,
voilà, on est en mode classique et puis on peut continuer à modifier certains éléments, le mode de fonctionnement du jeu. Donc, je transmettrai, et je mettrai d'ailleurs dans ce miver.org, là, je mettrai la référence vers les 4 exemples qui sont là, de façon à ce que ceux qui sont intéressés puissent les retravailler. Lié au service du code, je ne vais pas entrer dans ces éléments-là, mais comme ça, vous avez 2 ou 3 références belges. Hein. Il y a un projet de la région wallonne, moi je suis en région wallonne francophone, qui s'appelle Digital Wallonia Foreae. Il y en a un autre où on rassemble un certain nombre de ressources liées à l'IA dans un organisme qui s'appelle le MIC, ex-Microsoft Innovation Center. Donc, vous avez accès à ça. Une référence française, Open Classroom, évidemment. J'ai repris une série d'outils pour les développeurs. Alors, l'évolution du code, tout ça fonctionne avec des tiroirs. Vous pourrez voir un peu les comparaisons entre les agents, etc., etc. J'ai repris quelques éléments liés effectivement à la partie responsable dans les entreprises. La partie CC, là, ce sont d'autres modules. Un deuxième outil dont on voulait parler, c'était Capwink. Capwink, en fait, c'est l'équivalent, mais pas en copie chinoise, de CapCut. Donc, en fait, c'est un outil de génération de vidéos relativement responsable. La question géopolitique se pose, me semble-t-il. Donc là, pour le coup, c'est un outil américain, on fait ses choix. Et sur base d'un simple prompt, on génère une vidéo. L'automatisation a transformé le paysage technologique, favorisant l'innovation et le progrès dans divers domaines. Vous laisserez aller voir ça gentiment, mais ça, c'est le résultat brut d'un prompt d'une ligne. En fait, on peut générer des vidéos de quelques minutes et les pousser directement sur YouTube. On pense aussi ce qu'on veut du côté consommation, YouTube et autres. Vous avez là le lien vers Capwing, vous pourrez aller voir ça gentiment aussi. Au niveau de l'IT, les problèmes liés à la cybersécurité. Au niveau de la veille, et je vais rebondir sur ce qui a été dit auparavant, il est clair que les outils de veille aujourd'hui sont des outils relativement, enfin des gros consommateurs. Des évolutions du genre ChatGPT Search, l'évolution de Google, parce qu'en fait, l'Agence mondiale de l'énergie a effectivement émis pas mal de documents, ou en tout cas sorti pas mal de documents avec des données qui, à mon sens, sont relativement anciennes, qui ne tiennent absolument pas compte de l'évolution des outils chez la plupart des principaux intervenants. Il y a à ce niveau-là, je vous invite à aller voir cette vidéo et ce que j'en ai fait au niveau de Gamma. C'est une interview du patron d'Anthropic, donc de Claude, et qui, lui, quelque part, explique gentiment que les dérives actuelles, c'est plutôt le fait d'essayer d'être le premier à occuper des différents périmètres de marché. J'ai créé celle-là en anglais, mais je vais faire une version pour les francophones, évidemment. Et je crois que le problème se situe surtout là. Donc, en fait, on n'a pas du tout mis la dimension responsable et l'efficacité, la sécurité au centre des dispositifs, mais on essaye surtout d'aller au plus vite et d'occuper effectivement certaines parts de marché. Donc, vous avez les différents éléments et la vidéo est particulièrement intéressante parce qu'elle y reprend effectivement les projections AGI, les projections en termes d'IA agentique, etc. On est, d'après OpenAI, plutôt à 2025, d'après Anthropic à 2026-2027. Il y a un certain nombre de choses. Les tiroirs vous donneront un certain nombre d'informations sur les évolutions au niveau de l'AI Act et de l'AI Sustainability Act. Vous aurez un certain nombre d'informations sur le premier traité international et ce que en disent les principaux médias aujourd'hui. Donc voilà où on en est. Au niveau de la formation, et avant d'aborder le côté responsable, société française pour le coup dont je fais un peu la pub, Vrai Learning, qui essaye de mixer la VR et l'IA.
Et ça sera présenté au prochain webinaire. Ça va, c'est parfait. Il m'a Les bluffé, hein. jeudis, J'ai ouais, j'ai discuté avec lui, on a passé une après-midi sur ce qu'il fait. Waouh! ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà, là, vous avez un lien vers ça. Les jeudis de Ouais. l'IA, c'est une initiative qu'on a prise et donc on permet à des gens de tous horizons de venir un jeudi ou deux par mois dans un de nos centres de formation, le CPGRA pour ne pas le citer, pour venir s'essayer de façon très sectorielle à l'IA dans différents domaines et entre autres au niveau de l'industrie culturelle et créative. Donc voilà, tout ça bouge pas mal. Si j'aborde la dimension éthique, pour arriver à ce que tu voulais, donc pour autant que ça soit, il faut que je m'y retrouve un peu. Dans tes tiroirs. Il y a tellement de terroirs qu'effectivement. Donc, en fait, il y a des catalogues. Hein. En fait, j'ai repris l'ensemble des annuaires, l'évolution. En Belgique, on avait un organe régional au niveau de l'IT qui reprenait un certain nombre d'informations. Il a malheureusement quasi disparu en 2023. Les tendances, en fait, aujourd'hui, on est effectivement sur les inférences. Je vais m'attarder là-dessus. Mais 2025, ça sera probablement lié à Agentique. Et donc là, typiquement, j'ai essayé de vous regrouper un certain nombre d'informations au niveau des nouveaux moteurs d'IA agentique. On va vers des agents légers qui s'articuleront les uns avec les autres. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous travaillent déjà là-dessus, Hyperwrite, les solutions de Microsoft, etc. Et donc là, vous avez un certain nombre d'éléments concernant les tendances. Revenons à 2024. Donc 2024, aujourd'hui, on peut comparer les IA, on peut comparer les modèles open source, vous avez un certain nombre de documents là-dessus. Et l'orientation que j'ai essayé de prendre, donc les questions que je me posais, c'est effectivement par rapport à ces différents rapports, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ces rapports sont récents, pas récents? Comme tout le monde, évidemment, si je suis capable de faire tourner des LLM open source sur mon portable, qu'en est-il exactement en termes de consommation, en termes de performance, etc. Donc, j'ai fait ce petit module-là. C'est peut-être celui-là que tu n'as pas vu, Christophe, tu confirmes. Donc, voilà, Ouais, c'est ça que je n'ai pas vu. Voilà, c'est ce module serveur d'inférence, facteur de performance. Donc, Christophe m'avait un peu challengé là-dessus parce qu'en fait, je fais tourner un certain nombre de moteurs sur un portable de gamer, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, en fait, je commence à essayer de structurer un peu ça pour que du portable, on puisse avoir peut-être quelques pistes, surtout en termes d'utilisation inutile de ressources et aussi d'évolution des modèles. Parce que je crois que, et on va le voir, ce sont les modèles qui déterminent le facteur de performance essentiellement. Donc, au niveau des architectures d'afférents, des serveurs d'afférence, on peut évidemment opter par la centralisée distribuée ou une architecture cloud. Sur le portable, évidemment, on fait des observations qu'au niveau de l'architecture centralisée. Moi, je n'ai aucune donnée valable aujourd'hui pour mesurer la phase d'entraînement. Donc, évidemment, ici, je ne vais apporter que quelques mesures sur la phase d'utilisation, donc au niveau de la requête elle-même. J'ai utilisé LM Studio, ChatRTX, Ollama, Pinocchio, etc. Mais les mesures que je présente ici sont celles de LM Studio parce que c'est le plus facile à paramétrer, c'est celui qui permet le plus facilement de passer d'un LLM à un autre et de faire un certain nombre de modifications. Les optimisations matérielles et logicielles. Donc, c'est parti d'une machine de base, un Asus G14 avec un Ryzen 9 et une composante GPU intégrée 780M et une carte graphique RTX 4060 8 Go. Le choix a été opéré parce que ChatRTX et les produits d'NVIDIA ne fonctionnent qu'à partir de 8 Go. In fine, LM Studio pourrait se contenter de moins et on va voir dans les mesures où on en est. L'optimisation de la mémoire, je n'ai pas cherché à optimiser parce qu'en fait, c'est une machine avec 32 Go et je l'utilise tel quel. Par contre, comme c'est un Asus, il y a un certain nombre d'outils d'optimisation que j'ai largement utilisé. L'optimisation logicielle,
les différentes versions d'LM Studio amènent chaque fois des petites améliorations en termes de performance, ce qui veut dire que la partie qui tourne en local est quand même chaque fois un petit peu accélérée. Donc, je vous cite la version, c'est la dernière version en date, et les tests ont été adaptés aujourd'hui encore. Donc, ce ne sont pas de vieilles constatations. Évidemment, les considérations de déploiement de mise à l'échelle, on n'est évidemment pas sur des Linux, on n'est que sur du Windows 11 famille en version 23H2. Voilà. La gestion des ressources, évidemment, tous les tests ont été réalisés dans la même configuration logicielle avec au niveau de l'occupation du bureau, essentiellement, je ne vais pas faire le détail des services, mais les outils de Rogue, LM Studio et mon outil de prise de notes, parce qu'il fallait quand même bien prendre les notes quelque part, et tant qu'à faire, même si ça a une petite influence sur les performances, elle est en tout cas répercutée partout. Au niveau de la sécurité, de la confidentialité, tous les accès se sont faits en local. Et voilà ton tableau, Christophe. Donc, différents modèles de LMS. Donc, le modèle que j'utilisais le plus, c'est Llama 3.2 en version 3B. Par défaut, sur un portable, on a 13,65 tokens secondes en mode batterie. Une réflexion que je m'étais déjà faite, c'est évidemment que la carte graphique, le mode batterie en général fait switcher de la carte graphique RTX à la carte intégrée. Et donc, en fait, ici, on a déjà entre les deux premières lignes une idée du facteur de performance, donc 13,65 tokens par rapport à un maximum de 50,37 en mode secteur, donc alimentation secteur. La RTX 4060 sur un Ryzen 9, ça consomme autour de 150 watts. L'alimentation batterie, on a un équivalent 45 à 50 watts. Donc voilà où on en est. Et je vais compléter ça avec la consommation de mémoire, le degré de précision des modèles et le premier token, parce que c'est une variable, enfin, j'ai remarqué que cette variable-là a été ajustée en fonction du paramétrage. Et je vous ai glissé toutes les copies d'écran, on verra juste après, mais ça vous permettra à chaque fois d'aller effectivement repérer la durée de génération du premier token, et j'irai mettre ça dans le tableau. Donc, ça, c'est le modèle. Modèle de base, modèle que j'utilisais. On arrive à 5037 en mode avec un ordinateur portable, pour autant qu'il soit lié au secteur. Alors, l'extrême, c'est Llama 3 en 70B, qui lui entre tout juste dans les 32 Go de mémoire, mais n'utilise absolument pas la RTX 4060, en tout cas très mal. Dans la mesure où c'est un modèle qui consomme entre 20 et 30 gigas, enfin, ou en tout cas qui occupe entre 20 et 30 gigas, et que ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui fait la grosse différence en termes de perf, c'est qu'idéalement, sur des afférences, sur un serveur d'afférence en local, il y a intérêt à ce que la totalité du modèle soit chargée en RAM GPU. Et donc, voilà le grand écart entre ce Llama 3 en version de base qui arrive à 1,1 token seconde. Quand on décharge le GPU, c'est-à-dire qu'on essaye de passer une partie sur le GPU, ça excède la capacité du GPU, donc les performances ont tendance à diminuer. Quand on décharge beaucoup moins le GPU, donc on fait une espèce d'équilibre, on arrive quand même à 29, donc ça monte un peu. Quand on décharge le GPU à hauteur d'à peu près 50% de la capacité, on monte à 44, donc tout ça paraît relativement peu significatif, mais enfin, ceci dit, on passe quand même du simple au double en fonction de simplement 2-3 réglages de base. Alors, très rapidement, et toujours avec LM Studio, en configuration de base, les équivalents avec un Qwen, hein, malgré l'origine géopolitique. On est à 1198, avec un Gemma, on est à 347.
Avec un Phi, on est à 52,15, donc c'est le SML le plus performant. Mais comme vous le savez probablement, pour ceux qui ont essayé, en tout cas, ça délire assez rapidement. Donc, il faudra effectivement que ce facteur de précision, donc ce paramètre de précision vienne un peu pondérer le tableau. Et alors ici, vous avez le détail. Donc, vous avez les modalités pour l'optimisation, une seule modalité pour la RAM, donc je n'ai pas essayé de faire varier la RAM CPU, deux modalités pour le GPU, soit de passer ou pas sur la RTX. Donc en fait, je n'ai pas fait d'optimisation RTX parce que ça ne me semblait pas très utile et pas très significatif. Les modalités au niveau vitesse de CPU, là, évidemment, j'ai joué là-dessus parce qu'en termes de consommation, ça avait quand même un impact. Et donc, les trois modalités principales sont les modalités qui correspondent au mode de base d'Asus, en tout cas deux modes de base et un mode optimisé. Et ces trois modalités-là, évidemment, sont chaque fois articulées avec une alimentation secteur ou une alimentation batterie. Les performances en mode batterie sont de l'ordre de 33% inférieures en général, ce qui est assez peu par rapport à ce qu'on peut supposer, mais ça reste quand même assez significatif. La config de test, vous l'avez là-bas, donc vous avez là la version, vous avez les moteurs d'inférence, vous avez le prompt de test, donc c'était chaque fois qu'est-ce que l'IA, il y a eu d'autres prompts par la suite en fin de document, et puis vous avez ici les copies d'écran en la main avec chaque fois le temps du premier token, la vitesse, etc. Donc pour le coup, vous pouvez aller voir ça. Et la logique qui a conduit chaque fois à chaque test en disant, tiens, voilà, j'arrive à 50-37, si je bascule sur l'autre carte, j'arrive à 49, évidemment, c'était l'effet de cache, donc LM Studio, et ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore et que je devrais essayer d'intégrer. Donc, dès le moment où on est sur un serveur d'inférence, il a quand même tendance à jouer sur le cache. Ceci dit, après un démarrage complet d'LM Studio, on arrive quand même à peu près au même perf. Et là, on était sur une mesure de chargement GPU de 16 sur 20, donc quand même de 80%. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire le détail ici, on n'en a probablement pas le temps, mais comme ça, vous avez chaque fois, est-ce qu'il y a un effet de cache, est-ce qu'il faut changer la configuration, et on relance chaque fois. Les autres LLM, vous avez là aussi le résultat avec le temps de sortie du premier token, 0,64 secondes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait parfois des différences assez significatives, donc en fonction du réglage du mode CPU, etc. Sur le modèle de référence, donc le Llama 3.2, on passe de 0,20 à 0,40 secondes. Donc en gros, ça reste tout à fait supportable. Et pour rappel, et pour ceux qui ne seraient peut-être pas habitués à ce genre d'observation-là, 50 tokens secondes, c'est sensiblement plus élevé que ce qu'on obtient des moteurs cloud habituels, si ce n'est que, bien évidemment, on utilise ici les moteurs avec un nombre de paramètres largement inférieur, donc du Phi, voilà. Et un exemple d'autres prompts, donc là, pour le coup, un prompt que j'utilise très régulièrement pour comparer les moteurs cloud, c'est de leur demander les 21 compétences de DIGCOM, qui est un cadre européen, dont la plupart des modèles sophistiqués se sont largement alimentés. C'est beaucoup moins le cas en général dans les moteurs open source avec un nombre de paramètres assez limité. Donc ici, j'observe quand même un minimum de délire par rapport au respect du cadre. Néanmoins, on a des perfs qui sont tout à fait satisfaisantes. Voilà, Christophe. Donc, il y a d'autres choses, mais voilà, je vous livre tout en vrac. Il va falloir du temps à dépiler là. Hein. Voilà, vous en faites ce que bon vous semble. Et très clairement, il y aura un vrai travail à faire par rapport au LM open source, ça c'est très clair, par rapport au SML.
et le même travail par rapport aux agents. Donc, très clairement, aujourd'hui, on peut avoir des performances, y compris sur un serveur d'inférence, qui sont tout à fait satisfaisantes dès le moment où on commence à réduire ça à cette notion agentique et pas à essayer de faire tourner des énormes moteurs. Moi, deux réflexions par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, je crois que les levées de fonds étaient tellement importantes et les levées de fonds continuent. Aujourd'hui, on parle de 100 milliards pour la partie OpenAI Microsoft. Que ces gens doivent construire des infrastructures. Je ne suis pas sûr que les infrastructures tournent à plein régime. Je crois que c'est surtout pour se constituer une forme de patrimoine qui sera réutilisé par la suite. Voire peut-être entrer dans une phase d'entraînement qui serait beaucoup plus attentive que celle des versions précédentes. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, mais là, je n'ai pas d'éléments vraiment objectifs. J'ai moi le sentiment qu'on fait on fait porter aujourd'hui au moteur un certain nombre de traitements inutiles, donc des traitements additionnels qui tournent dans les mêmes data centers et qui sont effectivement des traitements liés à la gestion des données personnelles, on continue à aspirer un certain nombre de données externes, etc. Enfin, voilà où j'en suis. C'est vrai que c'est relativement empirique, c'est très partiel. Je vais continuer à compléter ça, mais je crois qu'on est à la croisée des chemins entre effectivement ces serveurs d'inférence et l'IA agentique, et que l'amélioration des modèles devrait amener de grosses évolutions en termes de performance et donc de consommation électrique et autres éléments touchant aux responsables. David, tu as une question? Oui, moi j'ai une question, parce que si j'ai bien compris, donc vous utilisez principalement des petits modèles, je dirais à 8B, 3B, j'ai vu. Et en fait, quel est l'usage de, 8B, de 3B, ces... 27B. Oui, 27B, de- 70B. Donc la version 3.1, là, c'est une 70B. Hein. Quel est l'usage? L'usage aujourd'hui, c'est de mesurer au départ. Moi, ça me semblait plus logique d'essayer d'utiliser des petits modèles sur un portable de façon à pouvoir avoir une espèce d'anticipation à l'échelle. Et d'avoir une réflexion par rapport à la consommation réelle dans un data center par rapport à un modèle plus gros. On sait qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas pour les tests que je fais au niveau du cloud, 405B chez la main, ça fonctionne plutôt bien, hein, et plutôt aussi bien que d'autres modèles commerciaux. Donc voilà, j'essaye de garder ça plus ou moins à l'échelle, mais on voit que le 70B pour la machine de test, la machine qui a été utilisée, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'arrive pas à faire rentrer le tout dans la RAM GPU. Et le test suivant, ça sera ça. Je vais essayer de faire rentrer un de ces moteurs-là en RAM GPU de façon à pouvoir continuer cette projection-là. C'est des tests qui n'ont pas d'ambition Oui. particulière. Hein, donc voilà. D'accord, oui, c'est vraiment du test, parce que avec des modèles 3B ou 8B, on est vite assez limité sur les requêtes, en fait. Donc, En fait, la largeur du contexte, vous pouvez la garder. En 3.2, 8B, ça répond même en 3.2, 3B, ça répond très correctement. Hein. Donc, pour la plupart des requêtes que moi j'observe, en tout cas, hein, dans ce milieu de l'information professionnelle, qui sont des requêtes très, très basiques. Et donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est de dire ces petits modèles peuvent peut-être être réservés à des requêtes basiques. Pourquoi essayer de solliciter et puis alors, par ailleurs, il y aura peut-être d'autres solutions. C'est pour ça que j'essaie d'amener cette idée de l'IA agentique. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA agentique, hein, mais je fais un certain nombre de tests en essayant d'articuler les agents. Faire travailler ensemble 10 agents 3B, à mon avis, c'est tout aussi efficace qu'un modèle plus important. Mais c'est un avis personnel et qui n'est pas vraiment étayé, hein, donc là-dessus. ce serait intéressant d'ailleurs, si vous avez, si vous pouvez monter un exemple concret, là, ça serait intéressant. Plusieurs petits modèles comme ça face à un gros. Parce que je ne me souviens pas avoir lu de choses vraiment là-dessus. Donc, j'ai jamais essayé, honnêtement. Donc,
Ouais, c'est cette notion d'IA-agentique, quoi, hein. Donc, c'est vraiment cette notion Ouais. d'articulation d'agents. Et donc, typiquement, les agents, je crois qu'on va tous être amenés à utiliser des agents de tailles différentes, de façon à ne pas mobiliser. Allez, très clairement, au web crawler, on n'a pas besoin d'un modèle avec un grand nombre de paramètres, hein. Mhm. On aura des modèles qui vont faire du crawling, qui iront chercher les infos sur le web. On aura des modèles qui répondront aux questions basiques de façon justement à avoir un premier token très rapide un niveau de performance satisfaisant. Et à côté de ça, il y aura peut-être des modèles plus réflexifs. Enfin, on est dans la logique de One Preview du côté d'OpenAI, etc. Donc, moi, j'ai la conviction que les systèmes agentiques sont déjà en train de tourner dans les labos de tous les opérateurs actuels, hein. Donc, voilà. Ouais, ils ont même fait des tags spécifiques pour appeler les agents dans les. Il y a un petit secret là-dessous, il faut qu'on gratte un petit peu. Ouais, il y a Merci. OmniParser, par exemple, chez Microsoft. Après, j'arrête. Il y a OmniParser chez Microsoft, tu vois, sur les modèles Vision, etc., etc. Donc, je vous Ouais. ai mis quelques références de ce côté-là, de façon à avoir quelques pistes. Et je suis toujours demandeur de toute information complémentaire, hein. Donc, voilà. Ok. Tu peux remonter là au niveau de générer des applications à partir d'un prompt. Je sais plus avec quel là où tu as été le jeu d'échecs. Juste pour faire une démo c'est WebSim, hein. Vas-y, tu peux te connecter sur ton compte WebSim avec ton ouais. Pour montrer un peu comment ça fonctionne. Ceux qui sont restés, puis il y en a plein qui sont partis, enfin plein, il y en a 4 ou 5 qui sont partis qui ont des obligations, mais ceux qui restent pour voir une petite démo de WebSim, tu peux rentrer un prompt à partir de cette interface ou pas là, Michel? Allô? Allô, Michel? Ah bon, on l'a perdu. Les aléas du direct. Ok. Non, j'avais coupé mon micro. Ah bon, Et je dis que je suis en train de me connecter, mais je suis dans un autre onglet, donc je vais repartager un autre onglet ah, juste d'accord. après. Sinon, tu le fais à ton côté, si tu sais, c'est peut-être aussi Ah facile, non, quoi, non, pour moi je faire. sais pas faire. Moi, tu sais, je suis pas très doué à ces Mais tu trucs-là. as juste à copier, le prompt Ah oui, non, il faut ton compte, ouais. Ah ouais, moi j'ai pas de compte, j'ai pas eu le temps d'en faire. Et depuis que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un peu mouvementé. J'ai pas Ouais, arrêté. ouais, ouais, on est d'accord. Je vais arrêter le partage. Et tu remets WebSim. Il y a Hélène. Hélène, ça pour les gamins, c'est top, hein. Tu vas voir, tu peux leur faire plein de trucs, plein de petits jeux, d'applications, de simulations, de choses comme ça. Vous voyez mon WebSim, là? Ouais, ouais, c'est bon, on est dessus. Donc, typiquement, la question que tu posais, donc quelqu'un qui veut quelque part repartir d'un élément existant dès le moment où on pousse le source, il suffit simplement de cliquer dessus. Ah oui, si ce n'est que. Là, je peut-être pas. Voilà, moi, je ne peux peut-être pas le faire. Enfin, je vais en recréer un, je vais créer le même, comme ça on pourra. Ouais. Je vais faire un copier-coller simplement de ce qu'il y a dans ma présentation là. Attends. C'était créer un module machin, comme ça je fais le même. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Hop. Est-ce que moi je l'avais référencé? Je sais même pas si j'ai eu le temps de le référencer WebSim. Je suis en train de regarder dans la base. Je crois que tu l'avais fait, oui. Ouais, pendant qu'on était ensemble, d'accord. Ouais. Ouais. Donc voilà, je vais Capwing revenir aussi, à j'ai mis. ça. Donc voilà, je vais créer un nouveau. Donc si je crée un WebSim, donc pour ceux que ça intéresse, WebSim, on tape simplement les prompts là-bas et puis on va télécharger le résultat à droite. Et donc typiquement, si je demande ici. Ah, il ne veut pas faire le. Attends. Voilà. Partager. Voilà. Si je fais ici créer un jeu d'échecs contre IA très coloré dans une seule page HTML, comme je l'indiquais tout à l'heure, voilà. Je lance la génération.
WebSim, je suis sur un Chromebook, hein, donc on ne peut pas dire que ça soit une machine de course. Donc, il y a une petite barre bleue qui Elle est derrière, ouais. Elle progresse. voilà, matérialise le truc. Elle arrive sur la J'ai, droite, en là. cliquant dans la barre ici, j'ai les différentes instructions que j'ai tapées. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un seul prompt. Je suis dans un mode gratuit, donc je dois simplement signaler que dans le mode gratuit, on peut faire 30 générations par jour. Donc, il y a largement de quoi développer quelque chose. Et donc, typiquement, voilà, a priori, ici, j'ai mon jeu d'échecs, ok, donc il a fait un truc de base. Si je veux faire une modification, je ne sais pas, moi, je vais change la couleur des tours en rouge. On ne les voit pas très bien, de toute façon, les pièces pour l'instant. Donc, il va régénérer, hein, donc à chaque fois. C'est ça que j'essaie d'éviter tout à l'heure, mais enfin, vous voyez quand même que ça va super vite. Donc, on attend la fin de la petite barre bleue avant de... Et là, on peut avoir accès au code. Et Il y avait, oui, il y avait différents formats de code, il me semble, de mémoire. Mais en fait, ils viennent encore de changer ça. Donc, a priori, les Ah. tours sont effectivement rouges. OK, donc, j'aurais pu donner des images, machin, pour les tours, etc. Et alors, pour le code, donc, en fait, on a deux possibilités. Une fois qu'on a géré le truc, ou bien on copie l'URL. Et c'est justement pour pouvoir, pour permettre à quelqu'un d'autre de retravailler sur les mêmes prompts, ou en tout cas sur le même état. On a la possibilité d'aller voir le code, on va le faire juste après. On a la possibilité de faire un download. Donc là, pour le coup, je vais récupérer ma page HTML dans l'état, je pourrais la mettre sur n'importe quel serveur. Et donc, le source, ben voilà, ça c'est une option assez récente. Et j'ai accès aux sources complets. Mais a priori, pour celui qui veut vraiment faire du no-code et qui ne veut pas visualiser le source, bah, il n'y a aucun souci particulier, quoi. Et là, pour le coup, dans WebSim, j'aurai la possibilité d'aller rechercher différents autres modules, quoi. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans, de jouer, mais je vais essayer de faire des trucs à partir de ton truc énergie, là. Je vais essayer de récupérer ça. Eh bien, merci, Michel. Je vais mettre la source des 3 modules en dessous voilà, en dessous des liens. Voilà. Ça marche. Merci, Michel, pour cette démo. Bah, merci à tous pour votre... la moitié. J'ai réussi à dégoûter la moitié. Bon, là, on fera une autre. Merci à tous pour votre participation. Donc, on se revoit dans un mois. J'ai plus la date en tête, mais c'est dans un mois. Je sais par contre le programme, on a parlé d'une start-up qui va nous faire migrer la réalité virtuelle avec Manu, ça va te plaire ça, et l'IA. Donc c'est Vrai Learning, c'est une boîte qui est à Lille, hein, et c'est un truc assez spectaculaire, bien pensé, bien agencé, bien construit. Et c'est cadré. Et on va rester dans le Nord pour la deuxième démo. Ce sera les gens de Knowledge. Je crois que c'est Nejma qui va venir nous présenter Knowledge, qui est un module aussi d'assistant pédagogique un peu dans l'esprit K2R2, mais un peu différent, donc qu'on a vu la dernière fois. Et donc, ça, c'est pour le programme de la prochaine fois. Si vous-même, vous avez des choses à rajouter, ou s'il y a encore des auteurs de bouquins ou des choses comme ça à présenter, n'hésitez pas d'aller dans le webinaire 9 et puis de rajouter votre participation, ce dont on veut parler. Merci Samuel pour ta présentation. Mais Cédric est déjà parti. Et merci Michel. Et on se retrouve le mois prochain. À la prochaine. De rien. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.